Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de la fameuse scène d'introduction de Scream. Évidemment, je vais vous expliquer pas mal de trucs. En fait, dans une première partie, je vais vous expliquer comment cette scène s'est déroulée en détail. Évidemment, je vais mettre l'accent sur les choses qui ne sont pas évidentes. Et en deuxième partie, eh bien, je vais vous parler des nombreuses références qu'il y a dans cette intro. Voilà, je n'ai plus rien à dire dans cette introduction, donc on passe dès maintenant à mes explications. Bon, pour commencer, on sait que dans Scream, il y a en réalité deux tueurs. En premier, on a Billy Loomis, qui est un peu le cerveau de tout ça. Et en deuxième, on a Stuart, ou Stu Macker, qui est le meilleur ami de Billy. Et il est surtout content de participer aux assassinats. Difficile d'en dire plus. Bref, une fois qu'on connaît la fin, eh bien on a une vision différente de la scène d'introduction, puisqu'il se pourrait bien que dans cette scène, il y ait plus qu'un tueur actif. Bon, déjà, avant de parler en détail de la scène, eh bien on peut se demander pourquoi Steven Horse et Casey Baker sont choisis en victimes. Oui, bon, c'est vrai que globalement, le tueur masqué s'en prend victime de manière gratuite et fait juste ça pour le plaisir de faire du mal. Mais mine de rien, assez souvent, il y a des petites raisons qui font que certaines personnes ont plus de chances de se faire exécuter que d'autres. Et là, justement, pour nos deux victimes, on a des réponses. La première, c'est que Stu était auparavant en couple avec Casey, mais un beau jour, elle l'a largué. Du coup, Stuart a dû se dire pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable en éliminant son ex et le petit ami de celle-ci, qui s'appelle Steve, dont il est sûrement jaloux. Sinon, de son côté, Billy se fiche bien que ce soit eux ou quelqu'un d'autre qui se font tuer, puisque son but peut se résumer à faire du mal. Cependant, Billy a une obsession pour Sidney Prescott. Et vu que Casey est assise à côté d'elle pendant certains cours, eh bien, il a dû se dire que ça allait la faire flipper. Puisque oui, ça veut dire qu'elle va côtoyer une chaise vide pendant de longs moments. Et ce vide peut représenter la mort. Sinon, dans un autre registre, Casey Baker est la cible idéale puisqu'elle est une jeune femme seule dans une grande maison. Autrement dit, c'est le scénario parfait pour en faire une victime de slasher. Voilà, donc concernant le choix des cibles, vous savez tout. Ah oui, dernier point, avant de parler de l'introduction, eh bien il faut savoir que Billy, avant les doubles assassinats, s'est rendu chez Sidney, dans le but de voler le téléphone de son père, Neil Prescott. Comme ça, plus tard, ce dernier sera suspecté des assassinats. Voilà, maintenant que j'ai expliqué l'avant-scène d'introduction, et bien maintenant, je vais vous parler en détail de ce qui se passe dans la première longue scène de Scream. Et je vais évidemment mettre l'accent sur les choses non dites dans le film. Logique. Bon, la première chose importante à dire, c'est que dans cette scène, les deux tueurs sont présents, puisque certaines actions n'ont pas pu être faites seules. Sinon, sans grande surprise, les deux criminels restent déguisés tout le long, histoire de plus instaurer la peur, et aussi histoire de ne pas se faire repérer en cas d'imprévu, puisque oui, il y en aura des imprévus, surtout un. Bref, le soir, les deux tueurs commencent par kidnapper Steven Horse, et ce très certainement à proximité ou devant la maison des Baker, puisque plusieurs indices laissent penser que Steve aurait dû rejoindre Casey ce soir-là. Bref, par un moyen ou un autre, Steve va être pris au piège, et j'imagine qu'il s'est fait assommer au vu de sa blessure sur la tête. Ensuite, pendant un moment, Stu va aller dans son coin
et va maintenir Steve qui est à présent ligoté. Et en plus, il a du ruban adhésif sur sa bouche. Comme ça, quand il se réveillera, il ne pourra pas parler. Bon, en parallèle à ça, il est à peu près 22 heures et c'est là où commence l'histoire des appels. Et bien évidemment, le tueur va utiliser un modificateur de voix pour dissimuler son identité, histoire de pas faire les choses à moitié. Bon, ça c'était évident. Mais pour parler de choses qui ne sont pas dites, eh bien il faut savoir que c'est Billy, la personne qui est au téléphone tout le long. Puisque oui, sa manière de parler, de prendre son temps, de manipuler les gens et aussi ses petites pertes de sang-froid me font clairement penser que c'est lui. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. I don't think so. Don't hang up on me. Bon, dans tous les cas, Billy, mais aussi Stuart, jettent plusieurs fois un œil sur Casey pour suivre ses mouvements. Comme ça, ils vont la manipuler plus facilement. Puis en même temps, les tueurs se voient régulièrement pour mieux être coordonnés. Bref, pendant plusieurs minutes, Billy va parler à Casey au téléphone. Au départ, il fait semblant de se tromper de numéro. Ensuite, il la rappelle plusieurs fois, histoire de parler davantage, notamment de films d'horreur. De son côté, peu méfiante, Casey se prend d'abord au jeu. Mais rapidement, Billy va de plus en plus la faire flipper en lui faisant comprendre qu'elle observait avant de carrément la menacer de mort. Listen, asshole! No, you listen, you little bitch. You hang up on me again, I'll cut you like a fish, understand? Ensuite, Billy lui parle toujours, juste dans le but de la traumatiser. Mais il va passer à l'action en sonnant tout simplement à la porte d'entrée. Puisque oui, maintenant, Casey va surveiller l'entrée, ce qui laisse le temps à Stu d'attacher Steve sur une chaise dans le patio, donc de l'autre côté de la maison. Ensuite, une fois que c'est ok, Billy va montrer à Casey ce qui est arrivé à son petit ami. Et il va commencer le fameux jeu des questions sur les films d'horreur. La première question est basique, mais la deuxième va être la fameuse question piège sur le tueur dans Vendredi 13. Name the killer in Friday the 13th. Jason! 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 I'm sorry, that's the wrong answer. Bon, Casey va donner une mauvaise réponse, ce qui fait que Steve va être exécuté. Bon, évidemment, si Casey aurait donné la bonne réponse, il était toujours prévu que Steve soit exécuté. Mais ça aurait été fait après une autre question ou par envie de passer à l'action plus vite. Ou même, on aurait pu imaginer que les parents arrivent à temps et du coup, personne n'aurait été tué. C'est fou comment chaque détail peut tout changer. Bref, Steve va se faire éventrer avec plusieurs longs coups de couteau, donnés très certainement par Stu. Je pense que c'est lui le tueur, puisqu'il n'était pas encombré par le téléphone. En plus, c'est lui qui était près de Steve avant. Et en plus, il était jaloux de lui, donc il n'allait pas se priver. Bon, pour continuer, Casey voit son petit ami mort. Et juste après, Billy lui pose la dernière question, qui consiste à savoir à quelle porte il l'attend. Bon, c'est encore une question piège, puisqu'il est fort probable qu'il y ait un tueur derrière chaque porte principale. Puisque oui, il y a 2 portes principales. Ça ne s'invente pas. En plus, c'est con de poser cette question s'il y a une porte de libre, puisque dans ce cas-là, Casey aurait dû se dire qu'il y avait un champ de libre quelque part, et si elle se serait barrée par la bonne porte, eh bien le tueur seul de l'autre côté serait resté là comme un con. Ça aurait été idiot. Bref, Stu, qui était resté côté patio, balance une chaise sur la porte pour casser les vitres. Comme ça, il peut rentrer
et il fait fuir Casey. D'ailleurs, le but était qu'elle fuit vers l'autre porte, donc la porte d'entrée, où Billy l'aurait accueillie. Mais ce ne sera pas le cas, puisqu'elle va fuir par une autre petite porte. Porte peut-être ignorée par les tueurs. Bon, pendant ce temps, Stuart déverrouille la porte d'entrée pour ouvrir à son complice. Et en même temps, Casey voit un miracle puisqu'elle voit la voiture de ses parents arriver. D'ailleurs, je pense que ça n'était pas prévu par Casey, mais surtout par les deux tueurs, que les parents reviennent aussitôt. Bref, avec ce changement de plan, Casey ne va pas fuir la maison, mais elle en décide de faire le tour pour retrouver la sécurité auprès de ses parents et pour les alerter. Mais problème, elle va avoir un moment la curiosité de jeter un coup d'œil dans la maison pour surveiller. Et là, il y a un des tueurs juste là, il se retourne tout de suite et il la voit immédiatement. Là, pour moi, c'est très certainement Billy. Bref, il casse la vitre avec un coup de poing pour attraper Casey. Mais elle arrive à lui donner un gros coup de téléphone sur la gueule. Ce qui fait qu'elle commence à s'enfuir, mais en quelques secondes, Billy la rattrape sur le côté de la maison, en cassant encore une vitre. Ensuite, le tueur parvient enfin à attraper Casey et lui donne un premier coup de couteau dans la poitrine, avant de commencer par l'étrangler. Mais Casey arrivera quand même à lui donner un super coup de pied dans l'entrejambe, ce qui affaiblira Billy sur le moment. Ça se comprend. Mais de son côté, Casey a aussi un problème. Sa blessure est trop importante, ce qui fait qu'elle n'a plus trop de force. Et elle se fait rattraper sans difficulté par Billy, qui la met à terre avant de lui donner plein de coups de couteau dans le ventre. D'ailleurs, avant les multiples coups de couteau, Casey arrive à enlever le masque du tueur. Et sa réaction ne donne aucun indice sur le fait que ce soit Billy ou Stu. En fait, on peut dire qu'elle a juste l'air de connaître son agresseur. Et si vous vous posez la question, pourquoi elle ne réagit pas plus que ça et pourquoi elle ne dit rien? Eh bien, j'imagine que sa blessure dans la poitrine et le choc émotionnel sont des réponses suffisantes. Sinon, la principale chose qui fait comprendre que c'est Billy qui tue Casey, eh bien c'est qu'on verra qu'il reproduit les mêmes gestes à la fin, quand il attaque Sydney. En fait, cette fin peut être vue comme un parallèle ou comme un clin d'œil à la scène d'introduction. Puisque oui, dans les deux cas, on va voir que Billy commence par étrangler sa victime avant de se prendre un bon coup quelque part. Et une fois de nouveau en forme, eh bien elle reprend son couteau d'une main dans le but d'achever sa victime. C'est tout pareil. Bref, pour en revenir à la scène d'introduction, on verra que Casey va mourir de ses blessures. Et pendant qu'elle perd la vie, les deux tueurs traînent son corps de l'avant de la maison vers le jardin pour la pendre sur l'arbre où il y a la balançoire. D'ailleurs, la mise en scène fait penser qu'elle prend la place de la balançoire. Sadique. Bref, pour traîner son corps et la mise en scène, eh bien il est certain que les tueurs ont agi à deux. Puisque oui, le corps de Casey va être découvert même pas une minute après par ses parents. Et oui, un tueur seul n'aurait jamais eu le temps de faire ça en si peu de temps. Voilà, après ça, les deux assassins fuient la scène de crime. Et en route, ils enlèvent et rangent leur déguisement. Après ça, bien sûr, ils vont se rendre chez les Prescott dans le but d'enlever le père de Sydney et aussi pour fournir un alibi à Billy. Puis juste après l'enlèvement, Billy va se rendre dans la maison vide des Macker dans le but d'y enfermer Neil Prescott.
Et en même temps, Stu va vite se rendre chez Tatum, histoire de dire qu'il a passé la nuit avec elle. Voilà, vous savez tout. Bon, après vous avoir parlé du déroulement de la scène d'introduction, eh bien maintenant, il est temps de vous parler des nombreuses références. Et croyez-moi, dans cette intro, on a mis le paquet. Pour commencer, la référence la plus évidente, c'est Halloween, puisque Casey dit qu'Halloween, c'est son film d'horreur préféré. What's your favorite scary movie? I don't know. Halloween. You know, the one with the guy in the white mask who walks around and stalks babysitters. Ensuite, la première question du tueur, eh bien, c'est de savoir qui est le tueur dans Halloween. Et bien évidemment, c'est notre cher Michael Myers. Bon, ça, c'était le plus facile à deviner. Mais ce n'est pas fini, puisqu'à la fin de la scène, Monsieur Baker demande à sa femme d'aller prévenir les Mackenzie, qui sont les voisins les plus proches. Et dans le film Halloween de 1978, eh bien, les Mackenzie sont aussi des voisins de Laurie Strode. Par contre, quatrième point qui auparavant m'avait échappé, eh bien, c'est qu'il y a un lien avec Halloween 2. Puisque oui, dans ce film, un moment, Laurie n'a plus assez de force pour crier à l'aide. Et c'est exactement ce qui va arriver à Casey quand elle essaye d'alerter ses parents. Jesus. Voilà, sinon je voulais préciser qu'Halloween est le film le plus référencé dans Scream, puisque à son époque, Halloween avait lancé la mode des slashers. Par contre, dans les années qui suivent, même si c'était resté assez populaire, eh bien ce genre de film commençait à être un peu mal vu par la critique. Et en plus, il tournait un peu en rond. Mais Scream est justement là pour relancer une nouvelle mode au slasher. Ce qui fait que les deux films forment une sorte de parallèle, d'où les nombreuses références. Bref, pour parler d'une deuxième référence évidente, eh bien la saga Freddy ou les griffes de la nuit est clairement évoquée. Par contre, ce qu'on retient surtout, c'est que Casey a apprécié le premier, mais les suites sont un peu nulles. Nightmare on Elm Street. Is that the one where the guy had knives for fingers? Yeah, Freddy Krueger. Freddy, that's right. I like that movie. It was scary. Wow, well, the first one was, but the rest sucked. So, Évidemment, cette phrase ne sort pas de nulle part, puisque le réalisateur de Scream, donc Wes Craven, eh bien, était déçu qu'on avait fait des suites aux Griffes de la Nuit, qu'il avait aussi réalisé. Cela dit, entre nous, je trouve que le troisième film de la saga Freddy est presque aussi bon que le premier. Et chose curieuse, le septième et dernier film de la franchise à l'époque avait été réalisé par Wes Craven. Donc est-ce que le coût des mauvaises suites est aussi à prendre en compte pour le dernier film qu'il a réalisé? Mystère. Bon, sinon, la troisième et dernière référence évidente, eh bien c'est Vendredi 13. On s'en rappelle bien, puisque c'est sur cette saga que porte la fameuse question piège. Puisque oui, le tueur du premier film, c'est Madame Voorhees, et non Jason, qui lui volera la vedette dans toutes les suites. Bon, sinon, vous avez peut-être remarqué qu'il y a au moins un point commun avec ces trois grosses références. Et les points communs, c'est que l'on parle de franchises connues, mais surtout de slashers. Le fait que l'on mette en avant des slashers n'est évidemment pas un hasard, puisque les personnages dans Scream eh bien, vivent dans un slasher. Donc on joue avec ce parallèle entre fiction et réalité. C'est d'ailleurs ce qui fait l'une des singularités de Scream. Donc c'est son côté méta ou mise en abîme, si vous préférez. Bref, maintenant pour parler des références moins évidentes, eh bien il faut savoir que l'introduction de Scream
est inspiré par la première partie du film When a Stranger Call. Puisque oui, dans ce film, on va voir une babysitter se faire harceler au téléphone par un homme flippant. Donc on comprend la ressemblance. Have you checked the children? Robert, I don't think this is very funny. D'ailleurs, on peut peut-être étendre cette inspiration à Black Christmas. Puisque oui, dans ce dernier film, plusieurs femmes d'une même maison reçoivent des appels très inquiétants avant de se faire assassiner, petit à petit. Sinon, dans un autre registre, on compare souvent le début de Scream avec Psychose. Puisque oui, le personnage de Casey Becker est le protagoniste principal dans les premières minutes. En plus, l'actrice qui l'interprète est plus connue que la majorité du casting, sans compter qu'elle apparaît bien en évidence sur les affiches principales du film. Donc, quand on découvre le film, on pourrait croire que Casey sera l'héroïne principale. Mais finalement, ce ne sera pas le cas, puisqu'elle va se faire assassiner dès le début du film. Donc en fait, c'est la surprise. Ah oui, justement, pour comparer avec Psycho, eh bien, il faut savoir que dans la première moitié du film, eh bien, on suit le personnage de Marion Crane. Mais problème, elle va se faire assassiner vers le milieu du film. Donc il y a aussi ce côté surprenant. C'est ça le lien. Cela dit, il y a quand même une différence, puisque dans Psychose, eh bien, le personnage meurt vers le milieu du film, et non au début, comme dans Scream. Bref, maintenant, on arrive à la dernière référence intéressante. Et ce lien, c'est que j'avais lu quelque part que le corps pendu de Casey, eh bien, ce serait un clin d'œil à la scène d'introduction de Suspiria. Puisque oui, dans ce film, une des filles du pensionnat se retrouve pendue après s'être fait poignarder au cœur. Par contre, j'avoue que cette ressemblance m'a un peu moins interpellé que les autres. Pourtant, je connais Suspiria. Voilà, en plus de ça, je ne serais pas surpris qu'il y ait encore d'autres références, mais je vous ai surtout parlé de celles qui étaient les plus marquantes. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc elle prend fin maintenant, et j'espère qu'elle vous a plu, et comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu ou vers le haut, à vous abonner à ma chaîne, et je ne sais plus quoi. Ah oui, et pour terminer, un conseil, si jamais un jour un inconnu vous appelle au téléphone et vous parle de films d'horreur, eh bien évidemment raccrochez, puisque dans le pire des cas, cette personne est là pour vous faire du mal, et dans le meilleur des cas, qu'est-ce que vous allez gagner? Hello? I'm sorry, I guess I dialed the wrong number. Wait, don't hang up. What? I want to talk to you for a second. They've got 900 numbers for that. See ya.